Bonjour Monsieur Bétail, Bonjour. merci pour votre invitation. C'est un grand privilège et un honneur de vous recevoir. On est ici chez vous, Lausanne. Vous avez un parcours assez, on peut dire, atypique, riche. Vous êtes né le dimanche 28 août, c'est ça, 1921. Oui, exact. Diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, et du centre des hautes études de l'armement. Pour l'instant, ça va. Vous êtes l'un des pères fondateurs de Airbus, avec Henri Ziegler, Félix Kracht, et vous étiez directeur général de Airbus entre 74 et 85. Oui, nous sommes même... En fait, j'ai exercé les fonctions sans en avoir le titre à partir du 1er juillet 1967, D'accord, qui est le vrai début de l'Airbus. c'est ça. On s'en nomme Monsieur Airbus. C'est une aventure qui n'a failli pas voir le jour, d'ailleurs. On va expliquer ça un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, brièvement, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Ah ben, Ouais, c'est vrai. On me présenter. c'est ça. Bon, je suis né dans une ferme qui était celle de mon grand-père euh, en 1921, ce qui fait que j'ai passé ma jeunesse en ville parce que mes parents, ma mère qui était la fille de cette ferme et mon père qui était le fils d'une autre ferme, étaient des fonctionnaires des postes de télégraphes, ce qui fait que j'ai eu une jeunesse urbaine pendant le temps scolaire, mais à la ferme pendant toutes les vacances, jusqu'à l'âge de 19 ans, où évidemment je n'allais plus en vacances, c'était à l'école polytechnique. Bon, j'ai fait des études à la fois classiques et scientifiques, comme on faisait à l'époque. D'abord à Orléans, puis à Toulouse. Et puis, je souhaitais, après mes bacs philo et bac LM, faire la médecine, pour en particulier faire la chirurgie, mais c'était trop long. Et j'ai préféré prendre une carrière plus courte, qui était de me présenter à l'école polytechnique où j'ai été reçu dans un très bon rang et où j'ai passé 2 ans avant de rentrer dans la carrière comme ingénieur militaire de l'air. En 43, c'est ça? En 1947, je suis sorti de l'école polytechnique en 1942. D'accord, c'est ça. Et après, vous êtes occupé des responsables de C'est-à-dire que je suis sorti pendant la guerre. Oui, Alors tout était en désordre, si on peut dire, ce qui fait que, au lieu de suivre la carrière normale de l'ingénieur militaire de l'air, comme j'avais l'âge du STO, j'ai dû trouver un moyen de l'éviter. Et ce moyen, ça a été, comme il fallait quand même que je vive, ça a été de me faire embaucher à la SN15 à Marianne comme dessinateur. d'accord. Pas comme un dessinateur. Et j'ai pu donc être tranquille, puis revenir à Toulouse, au bureau d'études de Toulouse, dans ces 3 comme ingénieur, où on m'a chargé de calcul dans le service d'avant-projet, moi qui faisais l'avant-projet par jour. Et à ce moment-là, l'ingénieur en chef, ce bureau d'études, avait un avion de ce qui était une aile volante. D'accord. Une volante Toulouse.
demi-centre de rosette puis du chiffre exact, qui était en essai, et évidemment, entre les mains d'un pilote d'essai. Bon, le pilote d'essai, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un pilote du genre vrai, héros, etc. Et ça souhaitait avoir des chiffres. Oui. Alors à ce moment-là, il s'est entendu avec le pilote, le patron de Cerveau, les pilotes d'essai, D'accord. pour mettre un de ses ingénieurs de bureau d'études à participer au vol, puisque c'était un biplace, et noter, comparer ce que l'on pouvait voir au vol à ce que l'on avait vu au bureau d'études. D'accord. Alors je me suis trouvé donc à faire l'ingénieur navigant. À l'époque, ça n'existait pas. Oui. Mais avec le pilote d'essai qui était d'abord Marcel Doré, qui était assez connu comme un grand champion de record de l'époque, et puis avec Nadeau, qui s'est fait carrière un peu plus tard, qui avait la marine. Et j'ai trouvé que c'était pas mal comme métier, et donc après, j'étais là en principe pour faire ce travail pendant 6 mois ou un an. Mais après, j'ai trouvé que ça me convenait. Les autres dans les services ont trouvé aussi que je le convenais. Et ils ont changé de métier. Je suis devenu professionnel navigant. Alors, j'ai passé mon brevet de pilote, de navigateur, de photographe aérien, de télégraphiste, tout ce qu'il fallait pour pouvoir exercer professionnellement le métier de navigant sur avion en essai. Et puis, j'ai commencé. Et les prix d'ovation, en commençant par les mises au point de Languedoc, qui se produisaient en Syrie, puis après de l'Armagnac, et puis enfin de Caravelle. Alors, en 1952, au début de Caravelle, alors j'ai été chargé, j'ai été nommé chef de cerveau de la bande avec le personnel navigant sous mes ordres, alors que je ne suis plus jeune. Je n'avais pas de carrière, mais en fait, j'étais très bien accepté et j'ai eu l'occasion de faire la mise au point complète de Caravelle jusqu'en 1957, où en février, le certificat de navigabilité lui a été accordé. D'accord. À ce moment-là, sans que je ne demande rien, les patrons m'ont demandé de reprendre le bureau d'études de l'usine de Cannes, D'accord. qui avait des problèmes de fiabilité dans les missiles par terre. D'accord. Je connaissais rien aux missiles, Ah oui. alors je me suis informé, renseigné, j'ai accepté le poste et je l'ai exercé pendant 10 ans à Cannes. Oui. Après ça, j'ai eu une chance, oui, enfin, si on peut dire, c'est que réussissant à fiabiliser les missiles qui se faisaient, Ouais. j'ai également eu l'occasion de développer des missiles balistiques et puis accessoirement d'inventer le premier missile de croisière au monde, 15 ans avant les Américains. Et grâce à ce missile de croisière qui a été bien réussi, quoi, après on ne l'a pas utilisé avant un certain nombre d'années, où il a été suivi de missiles importants, mais que je n'ai pas suivi, moi. J'ai eu l'occasion de faire marcher à forfait une boîte qui a été
réussi et qui a dégagé suffisamment de crédit pour que je puisse lancer une petite équipe dans les satellites. Parce que je pensais que le militaire, c'était très bien, oui, il fallait le faire, puisque nous participions à la force de frappe, y compris ces éléments qui sont encore couverts par le secret, mais bon, on a fait à Cannes le missile militaire qui équipe les sous-marins. D'accord. Donc, ayant dans l'idée que le militaire ne durerait pas indéfiniment, Oui. Je cherchais qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'équipe de 400 ingénieurs que j'avais réussi à embaucher à la sortie d'école. D'accord. Pendant 10 ans, dans les 10 ans. Pourquoi à la sortie d'école? C'est que comme c'était un domaine où personne n'y connaissait rien, Oui. Après 3 mois, on était un spécialiste. Avant d'entendre des gens bien formés qui s'informent, comme j'avais fait moi-même. Donc, on a lancé cette affaire de satellite. Oui. J'ai fait ce que je faisais toujours et que je conseille à tous les gens de faire, c'est-à-dire de se renseigner, s'informer, chercher partout tout ce qu'il peut y avoir comme information sur le domaine que l'on veut traiter, y compris, dans mon cas, évidemment, les Américains, ce qu'avaient fait les Américains, les Anglais et les Russes, avec la difficulté que les Russes ne publiaient pratiquement que des traductions d'articles américains. D'accord. sauf les comptes rendus de l'Académie des sciences. Ok. Alors, je me suis mis au russe pour pouvoir utiliser les textes de l'Académie des sciences, et j'y ai trouvé d'ailleurs un certain nombre de trésors théoriques sur l'art et la manière de stabiliser les satellites. D'accord. Et j'ai transmis ça à mon équipe, ce qui a permis d'avoir les premiers marchés de satellites qui sont développés, puisque maintenant c'est quand même la première ligne d'Europe en matière de satellites. Ça a été repris par Thales Carabinière, mais enfin c'est quand même la même boîte. Et alors quand elle est quittée, elle avait 800 personnes, dans 400 de la dernière. Actuellement, je crois qu'ils sont 3000 ou quelque chose comme ça. C'est très bien développé, mais en mon absence. Ouais. Et puis, alors que je trouvais ça très bien, que j'étais à Cannes, tranquillement, avec une activité qui se développait d'une manière importante, et que je ne pensais pas à quoi que ce soit d'autre. Oui. Parce que c'est pas mal d'habiter quand même, d'avoir le bureau qui donne directement sur la plage et d'avoir un travail intéressant. Lorsque, en juillet 67, ma direction m'a demandé si je pouvais accepter de me lancer dans le recherche du bimoteur européen qu'ils avaient dans l'idée de faire avec les Anglais, les unités anglaises et les unités allemandes. Alors, inutile de dire que j'hésitais comme une pas-mal. Puis j'ai accepté en souvenir de caramel et que j'ai trouvé au fond que c'était, on va dire un peu l'aviation civile, c'était mieux que de faire du militaire. On a toujours des problèmes à développer des missiles du genre de la force de frappe avec une tête atomique. Bon, j'ai accepté et j'ai commencé avec un de mes camarades qui était retraité de l'armée de l'air, Jean Pradhan, et une secrétaire. Ouais, c'est ça, vous étiez que 3 au début.
Non, c'était 3 du début, avec comme mission d'essayer de coordonner les activités de tous les gens en Europe qui pourraient avoir envie d'y travailler. C'est le projet Galio, c'est ça? Le projet Gallium existait déjà. D'accord, C'était les bureaux d'études Caravelle d'accord, qui avaient eu l'idée de développer la caravane, mais ça n'allait pas plus loin parce que ce n'était pas décidé au niveau et financé. Enfin, c'était un des projets qui existait, mais il existait un projet en Angleterre chez Walker Sidley, d'accord. qui d'ailleurs travaillait avec Breguet, avec la maison Breguet. Il existait également des projets en Allemagne, peu en tout genre, quadrimoteur, un avion avec les moteurs au-dessus des ailes. Enfin, D'accord. il y avait des tas d'avant-projets. Vous savez, à l'époque, les avant-projets, on en faisait un par semaine. Hein. Ah oui. Au tout début, bon, c'est pas la même pour le bimoteur européen, il y avait quand même un peu, ils y travaillaient quand même un peu plus longtemps. Mais tous ces projets existaient. Les sociétés qui avaient été choisies par les gouvernements, qui étaient aérospatiales, enfin là, c'est une case en France, Walker Sidley en Angleterre et un groupement en Allemagne qui s'appelait Allgemeinschaft Erlust, qui réunissait les 7 sociétés allemandes. Ça existait. Tout ça existait. D'accord, Les services officiels aussi, c'est-à-dire ceux qui représentaient les gouvernements, avaient déjà discuté entre eux. d'accord. Bien sûr, et le point de départ de tout ça, c'était les compagnies aériennes européennes, British European Airways, Lufthansa, Air France et l'Inter qui avaient exprimé dès 1966 le besoin d'un avion de grande capacité, courrier de grande capacité. Et c'est à ce besoin que les industriels souhaitaient répondre. C'était pas facile, hein, au début, j'imagine. Ah voilà, les choses faciles ne sont pas intéressantes. Quel était l'idée de génie que vous avez eu pour que ça puisse marcher? Ah, l'ingénie est peut-être un gros mot, mais disons que le problème était le suivant. De me trouver en face d'équipes de valeur, Oui. composées d'ingénieurs et de, pas seulement des ingénieurs, parce qu'il faut des gens de la fabrication, des gens du commerce, etc., qui avaient fait beaucoup de choses eux-mêmes. On avait fait la caravelle, on avait eu cette case. Les Allemands n'avaient pas fait grand-chose. Enfin, ils avaient une longue tradition, en particulier dans le domaine scientifique de base, qui est quand même important. Et les Anglais avaient fait quand même le Comet et avaient un avion en service, le Trident, et puis les Black 111, tout à taille. Ils avaient des équipes qui savaient faire des avions commerciaux complets. Il s'agissait de les faire travailler ensemble. Bon, alors là, il y a 2 manières de faire travailler ensemble les équipes. La première, c'est celle que l'emploie Boeing, par exemple, Oui. compte tenu de ces situations, qui consiste à avoir un maître d'œuvre qui prend la responsabilité de tout et des sous-traitants. Bon, ce système ne pouvait pas fonctionner. C'est la méthode Boeing, ça. C'est la méthode Boeing, ça. C'est la méthode normale d'une société. Oui. Donc, il faut Boeing, mais toutes les sociétés normales capitalistes par action fonctionnent comme ça. Oui. Il y a le maître d'œuvre, puis il y a lui des sous-traitants coopérants, je les appelle pour leur donner des titres, mais c'est des sous-traitants. Oui. Alors, le maître d'œuvre prend la responsabilité complète, prend toutes les décisions qu'il faut, et puis les autres exécutent. Oui. Mais ce système-là ne pouvait pas se monter avec 3 ensembles
qui étaient eux-mêmes se sentaient capables d'être maîtres d'œuvre de niveau commercial et de le souhaiter en plus. Compliqué. Bon, alors, ils avaient quand même décidé de travailler ensemble, c'est-à-dire de coopérer. Oui. Alors, la première des choses, c'était de leur proposer comment se partager le travail. Oui. Ce que j'ai fait dès le mois d'août de 67, en allant voir d'abord les Anglais, ensuite les Allemands. Les Français, c'était pas nécessaire, puisque j'étais quand même, disons, j'avais les pouvoirs du directeur général d'un NC4. Oui. À l'intérieur. Oui. Donc, ce côté-là, je n'avais pas de problème. Ce que je leur ai proposé, ils l'ont accepté. D'accord. Parce que je leur ai proposé, en plus, que chacun d'eux crée dans son organisation une équipe qui aille s'intéresser à ce que faisaient les autres. C'est ça qui a été nouveau. C'est-à-dire que ceux qui faisaient le fuselage avaient quand même une équipe dans leur propre bureau d'études qui était chargée d'aller voir ce qui se passait pour les voilures, pour les ailes, pour le cockpit, pour ce qu'ils faisaient chez les autres. Pas une équipe importante, mais disons un ou deux ingénieurs de qualité qui commutaient entre leur propre bureau et celui du coopérant. Et c'est ça qui leur a donné à tous la sensation de ne pas être un simple sous-traitant, mais de pouvoir participer. Et cette participation était effective parce qu'évidemment, ils faisaient des tas de propositions en fonction de leur expérience qui n'était pas la même. Oui. Alors, bon, quand il y avait une discussion, il y avait une décision à prendre, maintenant là, c'était mon rôle d'arriver à les convaincre qu'ils soient tous d'accord sur la solution que je proposais. Et c'est ce système qui a marché jusqu'à la création de la société par action à l'école de Lagardère, c'est-à-dire au bon moment, quand même, qui marchait bien, puisque les jeunes billets d'avion en eu. Et des usines qui tournaient, et pour lesquelles le problème n'était plus de créer, mais de fabriquer. Voilà, à peu près ce que j'ai à indiquer. Alors, le deuxième point, autrement dit, c'est de créer une vraie coopération, d'abord en adoptant un langage de base unique pour Airbus, qui était, j'ose pas dire l'anglais, disons le jargon aéronautique de la côte ouest des États-Unis, qui est la langue que parlent toutes les compagnies au monde. Alors c'était ça le problème, c'est de créer cet état d'esprit dans lequel on travaillait, non pas pour soi ou pour sa gloire, mais pour les compagnies aériennes clientes qui achetaient des avions, tout au moins, et qui ont voulu rendre. Oui. C'est ça le départ. Comment vous avez rencontré Philippe? Comment vous avez rencontré Félix Crash et Henri Ziegler? Ça, c'est comment on la rencontre? C'est plutôt une aventure. Oui. Dans le cadre des premiers pas, disons, en 1967, j'avais organisé une visite des compagnies américaines. D'accord. Parce que, évidemment, il n'était pas question, pour moi en tout cas, de faire quoi que ce soit sans savoir exactement ce qui convenait aux compagnies américaines et comment elles voyaient ce marché du moyen courrier. J'avais donc organisé, avec l'aide des gens qui existaient déjà, des représentants de différentes compagnies, une série de visites des compagnies américaines en novembre. D'accord. Et j'avais demandé à chacun des conférences, c'est-à-dire aux Anglais et aux Allemands, aux patrons allemands qui étaient le docteur Maynard, de m'envoyer quelqu'un de leur boutique, si on peut dire ça, pour profiter
et surtout exploiter cette relation. Et Kraft a été désigné par cette compagnie, qui était VFW à l'époque, et nous avions cru nous rencontrer au Mark Hopkins à San Francisco. D'accord. Le dimanche matin, avant la semaine de visite. On s'est rencontrés au petit déjeuner. On a commencé à discuter. On s'est trouvé des tas de points communs. Ils étaient en particulier champions de la voile. Ah oui. Puisqu'ils avaient franchi les Alpes. D'accord. Alors hier, moi j'étais pilote de planeur quand même. Ah oui. Il était dans des services qui s'occupaient des cerveaux, de l'aviation. Moi j'étais quand même ingénieur navigant professionnel assez connu. On a trouvé des tas de points. Puis je lui ai expliqué comment je voyais les choses. Et à la fin de la journée, je me suis dit, mais voilà l'homme qu'il faut pour travailler, s'occuper de la partie industrielle. Moi, je me votais assez fort pour la partie technique, Oui. mais que la partie industrielle, il faut quand même... c'est autre chose. Oui. On connaissait un peu, mais... Je lui ai demandé s'il pouvait le dire avec moi. À l'époque, à Paris, il aurait fait le 4e de la vente. Et au bout de 8 ou 10 jours, enfin le temps qu'il aille, il a accepté. Il est venu. Et on a, tout le temps qu'il est resté jusqu'à sa retraite, ça a été un équipier extrêmement remarquable avec qui on se comprenait. Donc ça, c'est ça. l'A350, a été inauguré par Jean-Marc Ayrault et ça porte votre nom. Qu'est-ce que c'est reprenant pour vous? Ça fait toujours plaisir que d'être reconnu avec son pensionnarisme. Je suis mis le 350, il n'était pour rien, enfin pas pour rien, puisque c'est quand même la famille Hermus, Oui. mais je n'ai pas participé à sa définition ni à son développement, étant donné que mon âge et que je n'étais plus là depuis longtemps. Par contre, je me suis offert le luxe de demander à Erard, son ingénieur en chef, s'il pouvait me donner un élément de définition. Il m'a envoyé le DVD de la définition technique, vous le savez. Et je l'ai regardé de près. Évidemment, ce n'est plus mon époque. J'avais dans mon bureau une grande planche à dessin sur laquelle j'étalais des plans et où je faisais des croquis. C'est maintenant, il commence sur un écran de l'ordinateur. Bon, regardez ça, c'est un moment peu intéressant. Pourquoi on vous surnomme Monsieur Arbus? Qui vous a appelé comme ça, Monsieur Arbus? Et je crois que le premier qui m'a appelé comme ça, c'est Franz Joseph Strauss. D'accord. Mais je ne suis pas sûr. Oui. Moi, j'en sais rien. J'ai trouvé ça un jour en regardant sur Wikipédia. Oui. Donc, ça s'intéresse par rapport à votre tenue vestimentaire. Chemise blanche, cravate blanche. Pour quelle raison vous portez Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est pour rapport à quelque chose de symbolique? Non, parce que c'est pratique, c'est ma femme qui faisait les cravates. Ah d'accord, d'accord. Ah. Et puis ça va avec tous les costumes. Oui, c'est vrai. Et puis ça fournit un sujet de conversation aux journalistes. Exactement. Donc, est-ce que vous suivez toujours l'actualité de Airbus? Oui. Alors, bien sûr, et j'ai toujours abonné à Aliashinui. Oui. C'est encore un endroit où on trouve le mieux. Et d'autre part, il y a toujours une... Je suis un lecteur invétéré depuis la Python en France. Oui, ils ont lu tout ce qui se passait sous la main. Et j'aime bien
me documenter sur ce qui se passe. Et à partir du moment où j'ai choisi de rentrer dans l'aéronautique, je me suis intéressé à tout ce qui se publie sur l'aéronautique et même l'astronautique, puisque j'ai quand même fait des fusées sondes et participé au diamant. Et c'est-à-dire que je lis toujours lu beaucoup, alors y compris évidemment ce qui se passe à Airbus. Votre point de vue actuellement? Ben, c'est tout à fait autre chose. Oui. On ne peut pas, il ne faut pas penser que créer un avion à partir de choses qui existaient mais qui étaient dispersées et pour un marché où on n'avait aucune entrée et où le problème c'était de trouver les clients et de les convaincre, Oui. n'a aucun rapport, si ce n'est que c'est un avion et que techniquement c'est toujours les mêmes problèmes, avec le problème qui consiste à fournir et à produire des avions en série comme des avions, si on peut dire, au moindre coût, avec la plus haute qualité, parce que ça c'est resté. C'est un autre problème au point de vue industriel. Ça demande à la direction une conception différente. En plus, il y a le virage à l'informatique. Bon, je l'avais commencé à Cannes sur les missiles. Qu'est-ce que c'est que les missiles? C'est les avions sans pilote. C'est un peu l'expérience que j'avais des missiles qui m'a permis de prendre le risque, quand j'ai décidé de passer au Fire-and-Wire pour la 320 et sa suite, c'est-à-dire 340 et toute la famille, j'étais à peu près tranquille que ça pouvait marcher, à cause d'abord des travaux qui avaient été faits sur Hong Kong, et également du fait que je savais qu'on pouvait faire marcher des avions sans pilote. Donc, même si cette décision était risquée pour un dirigeant, pour moi, je pensais que le risque existait, bien sûr, mais j'avais quand même une expérience une quinzaine d'années sur des ordinateurs à bord des avions ou des volants qui me faisaient croire que, compte tenu de la qualité des équipes et du matériel qu'on pouvait déjà avoir à l'époque, et que ça marchait. Parmi tous ces avions, alors, est-ce que vous avez un avion qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez un avion qui vous tient à cœur? Un avion alors, que vous aimez, que vous adorez vraiment, quoi? Pas spécialement, mais il y en a un dont je les ai pas sous le dire, qui n'existe plus maintenant, qui était le 2300. D'accord. C'est un avion sur lequel j'ai travaillé au bureau d'études comme pour calculer les structures. Et puis après, je me suis servi pendant une quinzaine d'années comme agent de liaison personnelle quand j'étais responsable des essais en vol. Alors, je ne me posais pas de questions sur la solidité de la structure, mais malheureusement, mon successeur au service des essais en vol s'est dû avec. D'accord. Parce que c'était un avion qui était très agréable, mais qui était un peu dérivé d'un avion de chasse de Watine 520 au point de vue aérodynamique. Alors, il n'était pas difficile à piloter, mais il fallait quand même faire attention. Oui. Ce qu'il n'a pas fait. Donc, mais après, bon, les avions, vous savez, maintenant, ils sont très bons. Si moi, je vais bien, évidemment, je vais bien la caravane. Alors, il pas forcé. Quand même quelques milliers d'heures de vol dessus.
Si vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer comme vous, à titre pour les gens, D'abord, je ne sais pas si c'est possible, il faudrait que c'est une circonstance ou pas les mêmes. une autre période, oui. Bon, mais à ce jour, c'est se former, Informé. se former Ok. et pas avoir peur de prendre quelque chose de nouveau, mais ne pas le prendre en croyant que ça va se faire tout seul. Et surtout, penser que si d'autres ont travaillé, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, il ne faut pas avoir peur d'imiter ce qui marche. Oui. Le fait, on appelait ça dans mon étude, le syndrome du not invented here. C'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvé soi-même que c'est pas bon. Alors ça, il faut bien avoir en tête. Et deuxièmement, il faut quand même faire confiance aux autres. Réfléchir, pensant qu'ils sont compétents, mais que souvent, on a intérêt à les écouter. Et particulièrement, alors, si, une chose très importante. Moi, personnellement, je crois à la coopération internationale et accessoirement à l'Europe. Je pense que la patrie sur la porte à un niveau où elle ne doit pas être, elle a fait assez de mal pendant l'histoire, et au mieux oublier. C'est pas parce que quelqu'un est chinois ou allemand ou comme ça qu'il n'est pas estimable. Il faut voir ce qu'il fait, il faut voir ce qu'il signe. Exactement. Alors ça c'est fondamental. Et je crois que je l'ai fait puisque j'ai commencé la coopération dès là à l'époque des satellites. Je n'ai pas pu la faire avant parce que j'étais tenu par des limitations militaires. Mais dès que j'ai pu sur les satellites, j'ai commencé pour accrocher les premiers marchés à travailler avec Standard Electric Lawrence en Allemagne et avec Casa en Espagne. Ce qui posait quelques problèmes parce que l'usine de Cannes avait été fermée du point de vue le fait qu'elle travaillait sur la force de frappe, et donc il a fallu que je fasse une partie à part pour pouvoir ça le faire, mais c'était indispensable. On n'aurait pas réussi sans ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin à ajouter? Est-ce que vous avez un mot de la fin pour ajouter pour nos internautes? Le mot de la fin, moi je pourrais dire, c'est soyez tenaces. Tenaces. Il ne faut jamais abandonner, sauf évidemment si on a la certitude que la voie n'est pas la bonne. Il faut plutôt chercher comment on peut la contourner, comment on peut se faire aider. Il faut avoir aucun scrupule ce point-là. Je ne sais pas. En dehors de ça, je ne vois pas bien ce que je peux donner comme conseil. Et si, quand même, se tenir toujours informé à la pointe de la technique et du succès. Ce qui est nouveau, il ne faut pas forcément l'adopter, mais il faut au moins l'étudier. C'est comme ça que je vois les choses. Sur ce, Monsieur Bétail, merci pour tout. Avec plaisir.